Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de cinéma. On parle de ses goûts en film, 3 coups de cœur, un film détesté et on finit avec un film un peu quétaine, un film, un plaisir coupable quoi. Et aujourd'hui, mon invité, c'est un ami, c'est un humoriste. Vous pouviez le voir dans les salles avant qu'on... à l'époque, on avait le droit. C'est un finissant de l'École nationale de l'humour dans le passé. 2019. En d'autres temps, on vient d'entendre sa belle voix grave de grand gars qui fait à peu près 6 pieds 1000, qui a des cheveux qui... C'est une espèce de version blanche de Aquaman. C'est Vincent Descoteaux. Oh. Salut, ça va, Guillaume? Ça va bien. Oui, une version blanche d'Aquaman. C'est genre, c'était si gentil et tellement légèrement raciste. En tout cas, ah, c'est vrai, je suis pas sûr que j'aime ça. Ben bon, regarde là. Non, c'est correct. Hawaii, ça fait partie des États-Unis. Fait que pour ce que ça veut dire. Content de te voir. Ah, moi aussi. Oui, absolument. Oui, absolument. C'est juste audio, cette histoire-là, où il me voit pour réaliser à quel point c'est vrai ce que tu viens de dire? C'est juste audio, donc les gens te googleront ou iront sur Facebook ou iront voir tes chaînes, peu importe ce que tu fais. Vincent Descoteaux, ils te trouveront. Super, et j'ai bien content. Vous irez checker ça, moi. Oui. Avant qu'on commence, Vincent, c'est né comment ton amour du cinéma? C'est quoi les premiers films qui t'ont vraiment marqué? Les premiers films qui m'ont vraiment marqué. On embarque-tu dans ceux qui étaient prévus ou genre c'est une conversation? Comment dire? On parle d'enfance ou. Non, ben vas-y, tu sais, tes premiers rapports au cinéma, on va faire ta liste après. Ben, mes premiers rapports au cinéma, c'est moi, je viens de Rawdon, qui est une petite ville où il n'y avait pas grand-chose à faire. Et fait que je te dirais que ça vient d'abord du fait que le cinéma, ça a été un ami, ça a été un compagnon pendant l'enfance. Je sais pas si tu te souviens d'un Vidéotron dans le temps, il y avait une machine dans laquelle tu pouvais mettre comme une pièce, puis il y avait des coupons, genre. Ouais. J'ai travaillé au Vidéotron, fait que je me rappelle. Oui, c'est vrai, toi aussi. Moi aussi, j'ai fait ça. Mon rêve de réaliser. Pour certaines raisons, j'ai regardé ce job-là toute ma vie. Pour vrai, là, pour... Oui. Mettons, genre... Si ça n'avait pas fermé, là... Ouais, pour 10% encore là aujourd'hui. De ce qui est important dans la vie, c'est la meilleure job au monde. Genre, tellement. C'est incroyable. Fait que non, c'est ça, je te dirais qu'une grosse partie de mon divertissement, c'était souvent de chiller là-bas. Je m'entendais beaucoup avec les employés aussi. Puis ben, c'est ça, j'avais comme 1001 coupons de 3 locations de films pour 3 jours, genre. Fait que j'avais tout le temps des films chez nous, d'une manière ou d'une autre. T'sais. Un de mes premiers cadeaux de fête, c'est d'avoir une télé avec un lecteur VHS dans ma chambre. Fait que je te dirais, une grosse partie de mon enfance, il n'y avait pas un moment où je n'écoutais pas comme entre 1 et 2 films. Fait que c'est un peu devenu ça. J'ai un peu fait ça à la place des livres, j'aurais tendance à dire. Puis après ça, honnêtement, c'est très récent que les films ne prennent plus une aussi grande partie de ma vie, je te dirais. C'est encore un de mes loisirs les plus importants, mais je veux dire, j'ai étudié en cinéma, j'étais pas mal supposé faire ça. Je suis monteur de formation aussi. Puis, je te dirais que ça a été pas mal... c'est ma plus longue relation, le cinéma. Parfait. On va commencer avec ta liste. Qui est un film d'enfance? Quoi? Je serais curieux de savoir, par contre, c'est quoi ta relation avec les films, toi? Ça, ce sera pour un autre épisode où je me livrerai. Comment? Je serais pas tout le temps là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu veux dire ma relation avec les films aujourd'hui ou en d'autres temps? Non, je te dirais en général. Mettons, je choisirais un âge pour qu'il t'en reste pour les autres épisodes. Quand tu avais 11 ans, c'était quoi ta relation avec les films? Quand j'avais 11 ans, c'était Harry Potter qui était sorti au cinéma. Et je ne vivais que pour Harry Potter et cet univers. C'est une époque foisonnante aussi parce que j'étais un gros fan des Simpsons. Fait que je découvrais Stanley Kubrick par les Simpsons. C'est à peu près à cet âge-là. Attends, ça, j'étais en secondaire 1. Pour vrai, 11 ans, là, c'est 6e année, secondaire 1 dans mon cas. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas encore la découverte de Kubrick. Ça, c'est arrivé 1 an ou 2 plus tard. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je pouvais bien regarder à 11 ans? Mais ce qui me marque le plus, c'est vraiment ça. C'est Harry Potter.
Ouais. Cool. Ouais. Juste parenthèse en passant, parce que ça me concerne un peu. Harry Potter, quand le 7e, deuxième partie est sorti, Joliette est une des 3 villes dans le monde qui a fait un marathon le soir même de tous les Harry Potter. On avait un cinéma qui est resté ouvert pendant 32 heures juste pour nous montrer tous les films d'Harry Potter avec des pauses d'1 heure pour acheter plein de café. C'était quand même fou raide. Ça coûtait 50$ plus les taxes pour écouter tous les films. Mais Il nous a c'est eu. vraiment pas cher. Non, c'était chill comme marathon. C'était intéressant comme expérience aussi parce que c'est du film en tabarnak à écouter en Eh, salle. mais hein? Tous les Harry Potter d'une shot, version longue en plus, et si bol. Ouais. Tout le monde a dormi pendant le 4. Tout le monde. Hey, c'est le pire, hein? C'est Ah, vraiment le pire. c'est un problème. Genre, ceux qui sont plus Team Leave et ceux qui sont plus Team Film sont d'accord avec le fait que le 4 est le pire. Genre, comme Ouais. c'est le seul point sur lequel on n'est pas en chicane, c'est merveilleux. Fait que, ouais. Bon, ben merci d'avoir répondu. Ben, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut le podcast et... Ben, merci. non, on va commencer avec ta liste. Le premier film, qui est justement un film relié à ton enfance, c'est Hook, Capitaine Crochet de Steven Spielberg. C'est avec Robin Williams, c'est avec Dustin Hoffman, c'est avec Julia Roberts. Qu'est-ce qui te marque dans ce film? Enfin, si on peut faire l'histoire rapidement, c'est en gros, c'est un monsieur qui s'appelle Peter Pennings. Peter Pennings. Ouais, Peter Bon. Pennings. Peter... Je l'ai lu. Okay. J'ai fait des travaux d'université sur ce film-là, puis j'ai jamais eu de bonne note. Personne n'aime ce film-là. Mais c'est ça. C'est un adulte qui se fait dire à un moment donné, tu es Peter Pan et tes enfants ont été kidnappés, tu dois retourner au pays imaginaire et reconnecter avec ton Peter Pan, donc ton enfant intérieur, pour battre le Capitaine Crochet et délivrer tes enfants et revenir à Londres juste à temps pour Noël. Oui, effectivement. C'est, je te dirais, là, il y a du monde qui vont m'ostiner, mais c'est un film qu'on avait à la maison. C'était une des VHS qu'on avait quand j'avais comme 4 ou 5 ans. Mais je te dirais qu'avec E.T., qui est étrangement, c'est 2 Steven Spielberg, c'était pas mal les 2 vrais bons films qu'on avait. Tu sais, on a eu beaucoup... on avait les films qu'on avait, on avait les films qu'on achetait, mettons, comme usagers, comme les Disney de série B, les Basile le détective, les affaires, qui sont pas si pires non plus, mais genre, peut-être que Hook, c'est mon premier rapport avec, à la limite, d'excellentes performances d'acteurs. Ouais. Tu sais, je suis un gros fan de Robin Williams, puis on va en parler un peu à travers ma liste aussi, mais ce que j'aime, c'est quand même les performances honnêtes ou les expériences vraies en tant que... Quand tu consommes un film, quand le visionnement d'un film me fait ressentir quelque chose, me fait ressentir comme une expérience, puis le fait de voir le film devient une anecdote en soi, juste pour ce que j'ai ressenti, juste pour ce que j'ai internalisé. Je te dirais que toute ma liste est pas mal teintée de ça. Puis Hook, c'est peut-être la première fois que ça m'est arrivé. Et je l'ai réécouté récemment au cinéma du Parc. Puis ça m'a fasciné à quel point ça m'a encore fait brailler, ça m'a encore fait vivre des expériences très fortes, mais pas au même moment que quand j'étais un enfant. Si j'ai parlé d'une scène qui m'a marqué en tant qu'enfant, n'importe qui a vu le film se souvient de la bataille de bouffe. Quelque chose qui nous a donné le goût de pitcher de la bouffe, qui nous a donné le goût de cuisiner n'importe quoi tant qu'il y a du gassage à gâteau dessus pour aucune raison, qui nous a le goût de lancer une noix de coco pour ensuite se faire lancer une épée, pour ensuite la briser en deux. Il y a quelque chose de vraiment hot, mais de vraiment enfanté qui se gère. Ça a super bien vieilli la notion de Oh, ce lapsus avec l'enfer. La notion de voler parce que tu penses à quelque chose qui est assez hot, ça a alimenté tellement de mes rêves. C'était fou. J'ai trouvé Rufio aussi cool qu'on peut trouver Rufio cool. C'est-à-dire jusqu'à l'âge que j'ai compris c'était quoi un chandail Beden. C'est un film qui donne envie de crier Bangarang. Ben oui, Bangarang qui est le meilleur mot à crier quand tu as à crier un mot qui n'existe pas pour vrai. Mais tu sais, sinon, c'est... je sais pas, il y a quelque chose de très vrai, il y a quelque chose de très senti dans ce film-là. C'est des décors faits main, c'est Dustin Hoffman qui se paye un hostie de trip à jouer le Capitaine Crochet, qui ressemble vraiment pas seulement le cartoon, qui est hot, qui est maquillé, qui est maniéré. C'est Bob Hopkins qui joue un personnage secondaire que pourtant tu n'oublies jamais. Puis c'est le sourire de Robin Williams. J'ai des frissons. C'est lui qui trouve sa pensée heureuse, puis qui est en train de voler, puis qui est bien, puis qui est juste trempé dans le ciel. C'est un film qui me donne beaucoup de joie, je te dirais. C'est un film qui a eu vraiment le fun à faire pour tout le monde impliqué, sauf Julia Roberts, parce que tout le monde connaît les histoires, mais Ouais, t'es pas super heureuse dans ce film-là. Là. Non, mais c'est pas... En tout cas, c'est ses affaires. Mais... je sais pas,
ça ressemble pas tant aussi à ce que Spielberg fait en général. C'est Ouais. quelque chose qui m'a... Oui, vas-y. Ça ressemble pas, mais en même temps, je trouve que, tu sais, si tu regardes, mettons, Rencontre du troisième type, même E.T., la façon qu'il filme les yeux Mhm. des comédiens, puis ce regard enfantin-là, mais tu sais, il l'a retrouvé dans Robin Williams Oui. fois 1000, tu sais, puis Robin Williams tu l'as dit, il y a un Mhm. regard d'enfant dans ce film-là qui se peut pas. Il y a les yeux qui s'illuminent, pareil comme un enfant qui découvre ses cadeaux à Noël. Je comprends pas où est-ce qu'il est allé chercher ce côté-là en lui, mais c'est tellement doux. Ben, je pense qu'il l'a toujours eu. Ouais, C'est tout le temps spécial un peu d'en parler, vu comment il a fini. ouais. Tu sais, Mhm. c'est quelqu'un qui avait des gros ups puis des gros downs aussi, mais c'est quelqu'un qui avait ce pouvoir-là aussi de rendre la joie, ça va être de la mauvaise construction de phrase, mais de la joie tellement joyeuse. Ouais, Je pense à une scène, tu sais, le moment où Rufio fait voter la gang des garçons perdus à hum, savoir qui pense que c'est Peter Pan puis qui ne pense pas. Puis lui, il se ramasse tout seul d'un côté. En plus d'avoir d'excellents gags dans ce scène-là qui est vraiment touchante. Tu sais, le moment où le petit gars joue avec sa face pour ouais. comme lui faire enlever ses plis puis qu'il le trouve. Tu sais, c'est juste du jeu de sourire, c'est juste du jeu de regard, puis c'est pas, excusez, je vais pitcher quelqu'un de le boss, mais c'est pas Bruce Willis qui aurait pu faire ça. C'est pas Adam Sandler. C'est pas beaucoup de monde qui Non. aurait pu faire ça. Ça prend une joie, ça prend un niveau de joie, ça prend un niveau de communication, ça prend un niveau de, de chaleur que je pouvais pas comprendre à ce moment-là, mais même aujourd'hui, que je considère encore comme précieux. Mhm. Donc, ouais, je te dirais que ça a beaucoup partie de ça. Ouais. Puis sinon, ça me faisait moins peur qu'E.T. E.T. fait peur quand t'es jeune. Mais Ouais. non, Ouais, oui. mais en même Ouais. temps, ben, dans mon cas, il m'a jamais vraiment fait peur. Mais pour Hook, il y avait une scène qui me faisait peur. Moi, c'est quand il lançait un des pirates dans le coffre avec tous les scorpions. Mon Dieu. Attends, il faut que je me rappelle, mais c'est qui joue ce pirate-là? Oui, c'est Glenn Close. C'est Glenn Ouais. Close qui fout de make-up. Avec une grosse barbe. Ouais. Ouais. Ça, je l'ai su avant Internet. En plus, c'était un peu fucked up. J'étais en train Ah d'écouter ouais. les 101 Dalmatiens, puis j'étais comme, non. Tu l'as reconnu à ce moment-là? Elle a la même face. Mais en tant que tel, il y a quelque chose. Puis dans ce temps-là, j'avais pas énormément de souvenirs. Fait que ça me disait quelque chose. Je pense qu'on les avait écoutés les deux, une à la suite de l'autre aussi. Hmm. Fait que genre, c'était. Non, c'était quoi? Peut-être que mon père me l'avait dit aussi, je suis pas sûr, mais Non, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est hardcore quand même, cette scène-là. Ouais. Ça, puis le moment où les enfants se font kidnapper. Mais hein? Moi, je me posais juste la question, pourquoi c'est un crochet à la poignée de porte? Genre, c'est comme t'as un gros plan là-dessus, puis ça remonte avec genre un gros bruit de grincement, puis c'était juste comme, Mhm. OK, ça va pas. Mais reste que ça me faisait moins peur qu'E.T. E.T., la scène du cabanon, là, ça passe pas. Je suis désolé. As-tu encore un traumatisme aujourd'hui face à cette scène-là? Ah, je me tiens loin des cabanons, mais genre, il y en a pas trop sur le plateau, fait que ça se passe. Là, C'est sûr. le message aux Français, faites pas des cabanons. C'est tout ce que je demande. Ouais. Ouais. C'est quoi ton rapport, genre, à l'enfance en général par rapport à ce film-là, par rapport à Hook? Mon rapport à l'enfance, pour l'internaliser, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui ressemble nécessairement. Comme, je me définis pas nécessairement parce que le film est véhiculé. Je le vois vraiment juste comme un bon moment que je rattache à mon enfance. Si j'en avais à donner, par contre, c'est le fait qu'une pensée heureuse, ça a quelque chose de précieux. Si je devais le comparer à, par exemple, la version Disney, en fait, celui, il n'explore pas nécessairement comme tant le concept de comme qu'est-ce qui te fait voler. Je pense à quelque chose de le fun. Ça peut être genre un gâteau qui était nice une fois, genre, puis tu vas voler, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est pas une pensée heureuse, c'est ta pensée heureuse. Il faut que tu en trouves. Je sais pas, mais en tant qu'adulte aujourd'hui, comment je verrais l'enfance, puis comme c'est quoi ma nostalgie, je suis pas nécessairement nostalgique de quand j'étais plus jeune comme personne. Il y a quelque chose d'intéressant avec le message de comme il y a des souvenirs qui sont plus précieux que d'autres, puis ces souvenirs-là peuvent t'élever. Si le but de la métaphore, c'était ça, je dirais que c'est une belle métaphore, puis c'est quelque chose que je chéris. Puis tu l'as mentionné toi-même, c'est toujours un peu lourd de parler de Robin Williams parce qu'il y a toujours le spectre de comment il a choisi sa sortie. Ça t'a fait quoi quand il est décédé? Je vais mettre frais de sec de même, là, mais... Ah, ben non, c'est cool. J'en parlais avec Brian Piton il y a pas longtemps. Pas spécifiquement de lui, en fait, mais on va faire un long parallèle, mais on parlait de l'éventuelle mort d'Alice Cooper.
Puis j'y avais dit, en fait, que j'avais écouté son dernier album, qui est Welcome. Non, c'est pas son dernier, un de ses derniers, c'est Welcome to, écrit avec un 2, My Nightmare. On va faire un lien avec ça, je te le promets. Ouais. Qui est récent, qui est très, très bon. Puis j'ai réalisé qu'Alice Cooper, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, est encore capable d'être pertinent, malgré le fait que ça fait quasiment 50 ans qu'il fait de la musique. Et j'ai réalisé que quand Alice Cooper va mourir, ce qui est quand même quelque chose auquel je dois me préparer, parce que ça devrait se faire relativement bientôt, ça va probablement me rendre plus triste que la mort de certains membres de ma famille. Là, OK. On espère qu'il n'écoute pas. Ben là, non, ben, je sais pas, je suis désolé, mais des fois, c'est juste une question, c'est quoi ton rapport avec l'art que tu consommes? Ouais. Il y a des choses qui sont restées plus proches, puis qui m'ont suivi plus longtemps, puis qui ont été là pendant des périodes comme autant le fun que extrêmement douloureuses, avec lesquelles j'ai un lien sincère et profond. Il y a des films, il y a des artisans, il y a des œuvres qui ont fait une différence dans ma vie. C'est à sens unique, mais c'est ce rapport-là que j'ai avec l'art, j'ai l'impression. Puis quand Robin Williams est mort, je l'ai vraiment senti comme un membre de ma famille qui décédait. Je sais que c'est à sens unique, je sais que c'était quétaine aussi, mais c'est la fin de quelque chose. Puis je me souviens, c'était quoi les années avant sa mort? Il y a eu quelques excellents films. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, The World's Greatest Dad, c'est sombre, ce film-là. C'est drôle, mais c'est noir, là. Qui est délicieux et poignant d'ironie par rapport à comment il est parti, parce que c'est une belle réflexion sur la mort et sur la mort, sur le suicide en tant que tel. Donc, c'est énormément de choses, mais c'est ça, la mort de Robin Williams, c'était la fin d'une étape dans ma vie. Je l'ai senti comme un deuil. C'est quelque chose qui était super important, qui était plus là, puis qui sera plus jamais là. Puis c'est quelque chose qui était vieux depuis quelques années, avec lequel j'avais pas le même rapport, comme j'aurais peut-être avec mon père quand il va être sur la fin dans ces dernières années. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. C'est quelque chose qui m'a surpris. Puis j'étais pas prêt à ça, je te dirais. Ouais. Je m'en suis remis. Il y a eu des étapes de deuil, mais ça s'est pas fait en une journée. Ça a été difficile à accepter. J'ai eu différentes étapes de ça. Puis même si c'est quelque chose complètement à sens unique, puis que je n'avais aucune incidence dans la vie de Robin Williams, il y en a eu une très grande dans la mienne, puis ça m'aura fait de quoi. Et tant qu'à tomber personnel, parce que c'est juste ça que je sais faire en podcast, ça m'a poussé à avoir des réflexions sur le suicide que j'avais jamais eues. Dans quel sens? Pour être Dans quelle honnête. mesure? Pas dans le sens que je fais ça là, devant. Tout à fait. Non, de toute façon, c'est pas filmé. Regarde-toi un autre moment, ça serait triste. C'est du bon podcast. Non, mais moi, je sais pas, Robin Williams a eu une belle vie en tant que tel. Il est parti selon ses termes, puis c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'encourage pas nécessairement les gens à se suicider. Je pense que c'est une réflexion qu'il y a à avoir. Je pense que c'est un droit. Je pense que c'est un droit qui a des conséquences, qui affectent un paquet de monde, incluant moi, weirdement dans l'équation, mais je sais pas. Il y a quelqu'un que j'admire, dont je respectais l'œuvre, dont je respectais l'intelligence, qui a décidé de s'enlever la vie, puis ça m'a fait réfléchir autant sur qu'est-ce qui motive un suicide, comme où est-ce que tu es supposé te rendre pour en arriver là, puis d'un côté, à petite échelle, c'est quoi l'impact que ça a autour des gens. Puis j'avais jamais beaucoup réfléchi au concept du suicide. Avant ça, pour être bien honnête, j'avais toujours vu ça dans une version simpliste, que c'est blanc ou c'est noir, que le suicide, c'est mal, puis that's it, puis il n'y a pas de raison de le faire. Puis je suis pas en train de dire qu'il y a des raisons de se suicider, je suis en train de dire que je pense que c'est plus complexe, plus nuancé que ça. Exactement. Oui. Puis, moi, je veux faire un message à tous les auditeurs qui écoutent que si eux-mêmes ont des pensées sombres puis qui veulent en finir, il y a des groupes d'aide, il y a plein de ressources qui sont là pour vous aider puis qui sont professionnels puis qui peuvent être là. Fait que, absolument. Mais c'est ça, c'est que c'est pas... c'est jamais simple. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais c'est autant d'un côté que c'est pas blanc ou c'est pas noir à 100%, une des bonnes façons de ne pas se suicider, de ce que j'ai compris, et c'est d'intellectualiser ça, tu sais. La plupart des gens qui passent à l'acte, c'est du monde qui y pense pas assez. Si tu y penses assez, si tu pèses beaucoup le pour et le contre, si tu en parles avec des gens, si tu fais des choses éventuellement, c'est bien rare que 100% du monde va d'accord le fait que, ben oui, tue-toi, tu sais, je pense que d'en parler, je pense que d'y réfléchir, je pense que de pousser la réflexion de ça plus loin, ça fait partie de la solution. Et ça m'était pas arrivé avant la mort de Robin Williams. Fait que, ça m'a fait ça, la mort de Robin Williams. Ouais.
C'est Super, drôle, ce écoute, podcast. on n'est pas toujours là pour avoir du plaisir. Ben oui, on est là pour avoir du plaisir, mais on peut Ah, avoir du plaisir même dans le sérieux. Ah oui, absolument. On vit quelque chose. J'apprécie cette conversation, Pierre. Ben, ça me fait plaisir. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, le podcast doit se servir à ça aussi. Tu sais. Puis si ça peut simplement aider ou faire réfléchir un auditeur à quoi que ce soit ou une auditrice, on aura fait œuvre utile. Mhm. Passons maintenant à ton prochain film qui est Birdman de Oui. Alejandro González Iñárritu, Mhm. film de 2014. Grand gagnant des Oscars de 2014 d'ailleurs. Oui, effectivement. C'était une bonne année, ça, pour Vincent qui regarde les Oscars. Ça... Ça non, j'étais. C'est ça, juste pour faire une petite introduction, ça met en vedette Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis, Emma Stone aussi. Il faut souligner la direction photo d'Emmanuel Lubezki sur ce film-là, surtout. Extraordinaire. Ouais. Ça a parti un trend. Un des gages de qualité, je trouve, d'excellents films, c'est quand ils parlent des trends qui sont désagréables. Et, On salue Quentin Tarantino et Pulp Fiction. Seigneur, les maudits plans de pied. T'as gâché tous les cégeps Tarantino. T'as gâché tous les films des années 2000 qui voulaient être des films de gangsters. Ah, si bol, man. En fait, non, c'est pas lui. Ce que t'as généré a gâché tous les films de gangsters. Ah, si bol, ouais, mais c'est... Mais en même temps, je le dis, tu sais, genre, je trouve... je parlais d'expérience tantôt, je parlais de trucs authentiques puis d'expérience de visionnement authentique. Puis juste pour ça, ça vaut la peine parce que j'en ai parlé comme si ça arrivait toutes les semaines, mais c'est très rare qu'un film est capable de me revirer à l'envers en ce moment. Fait que quand ça arrive, c'est précieux, peu importe si ça crée 30 films de merde par la suite, mais c'est méchant pour bien des films de cégep que je viens de dire. Ça se peut que j'attaque les films de cégep, je suis... C'est correct, on est là pour ça aussi. Sans offense. On fait tous des erreurs. Le cégep en cinéma est une erreur. Ah oui, définitivement. Une erreur utile, une erreur agréable, mais une erreur qui fait pas de non, c'est pas une erreur, mais c'est la place pour faire des erreurs. Puis allez-y, jetez-vous embrassez vos erreurs, ceux qui nous écoutent. J'avais organisé un party à un moment donné dans un de mes apparts. C'était un party de projection de notre premier film. Tout le monde qui venait au party devait présenter la première œuvre qu'il avait filmée. Et c'était vraiment le fun comme concept, mais personne n'avait plus le goût de vivre après ce party-là. Je peux l'imaginer. T'en veux-tu des parties qui commencent avec un plan de cadran puis un gars qui se réveille? Là, mon chum! Ma question était, vous avez regardé combien de films et il y en avait combien en noir et blanc? Ah, si bol! Ah, elle est bonne celle-là! Le pire, c'est que la plupart des films étaient surtout genre des trailers de films qui ont finalement jamais été tournés. Parce que dans le temps, on faisait ça. On tournait des faux trailers pour des affaires, juste pour voir si ça intéressait le monde. Et la plupart étaient en noir et blanc. Fait que si on compte les trailers, 7 sur 10 au moins. C'est un désastre, mon truc. C'est en noir et blanc ou j'ai oublié de faire mon white balance? Ah, si bol. Si un jour je suis assez sous, je t'enverrai un lien privé vers mon premier film, qui est un film corporatif que j'ai fait pour le Sears de Joliette. Je veux voir ça absolument. Attends pas d'être sous. C'est un Seigneur. Tu m'en demandes beaucoup. Mais bref, Birdman. Je viens de dire ça sur Internet. Oui, effectivement. Birdman, en fait, pour venir à l'expérience, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que cette année, autant l'année Birdman que cette année 2019, en fait, c'était une bonne année pour les Oscars. Oui. Ceux qui ont gagné, ça m'a vraiment rendu heureux. Puis c'est quelque chose qui est relativement rare. Je suis souvent plus en tabarnak que d'autres choses par rapport à comme qui gagne les Oscars, qu'est-ce qui est poussé plus que d'autres choses. Mais Birdman, ça m'avait surpris, puis ça m'avait rendu vraiment heureux. Parce qu'il y a quelque chose de très vrai, il y a quelque chose de très pur, il y a quelque chose de transcendant dans ce film-là, je te dirais. Okay. Autant l'espèce d'allégorie que Michael Keaton, qui était connu avant Birdman, que pour avoir fait Batman, puis une couple d'autres affaires, qui joue ce rôle-là, qui joue comme spécifiquement lui-même. Ouais. Et quand tu regardes le film, en fait, autrement, il y a beaucoup de choses qui sont tirées de la réalité puis qui ont transcendé à travers comme qui sont parties de la réalité, qui sont rentrées dans le film puis qui sont ressorties encore plus vraies de retour dans la réalité. Mm-hmm. Tu savais qu'Edward Norton est considéré comme quelqu'un d'extrêmement désagréable, dans des plateaux. Puis qui a été casté. Dans ce film-là, il est carrément ça. Ben, il a fait de l'introspection par rapport à ça, parce qu'il a réalisé que le rôle avait été écrit pour lui-même, puis que plus il était lui-même comme il est d'habitude sur un plateau, plus ça marchait. Puis c'est un problème, parce que le film est ça aussi, ça tombait comme un bon moment dans ma vie, parce que c'est une grosse réflexion sur c'est quoi créer une œuvre, et sans entendre tous les milieux artistiques en général, mais spécifiquement pour un film ou pour quand tu crées quelque chose, souvent, quelque chose d'excellent, c'est beaucoup de monde dysfonctionnel qui travaille fort pour s'endurer, pour créer quelque chose de complètement magnifique. Mm-hmm. C'est un peu ça, Birdman. C'est un flow continu, en fait, de suivre les gens, de suivre les coulisses, de voir comment ça se passe. Puis
tout va pas très bien, personne n'est parfait, personne n'est appréciable dans cette histoire-là. C'est des gens flawed comme ça n'a pas de bon sens qui finalement sont capables de faire quelque chose de très, très beau. Puis je pense que c'est un peu ça, la création en tant que telle. Ouais. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Puis je suis content, j'ai écouté récemment un documentaire sur Willem Dafoe, qui est un monsieur que je respecte vraiment beaucoup. Puis il parlait du method acting, qui est quelque chose que peu de gens savent, mais qui ne fait pas pantoute. Willem Dafoe, quelque chose qui... une de ses formations, de ses seules formations d'acteur en tant que tel, c'est il faisait des ateliers pour être capable de reproduire des émotions sans nécessairement les vivre. C'est pas nécessairement comme quelqu'un qui tombe cru dans ses affaires, c'est juste quelqu'un qui a un contrôle sur qui ce qu'il veut communiquer. Et il a posé la question, genre, c'est quoi son lien avec les méthodes acteurs? Puis il a dit, les méthodes acteurs me gossent un peu parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent cette excuse-là juste quand ils jouent des mardes. Ouais. Tu verras jamais un méthode acteur, genre, se pointer chez toi avec genre, comme, salut, ouais, j'ai payé ton loyer parce que je suis en train de personnifier Obama. Bonne journée. Ouais. Mais genre, il joue tout le temps quelqu'un d'horrible, c'est tout le temps comme fucking Jared Leto qui envoie des remords à quelqu'un parce que c'est le Joker le plus possible. C'est tout le temps une excuse pour être complètement insupportable, genre. Puis Edward Norton est connu comme faisant du method acting quand même souvent, puis des fois, c'est juste une excuse pour être une marde. Et c'est ça, j'ai écouté ça il y a pas longtemps, puis j'ai fait un peu ce lien-là avec cette affaire-là. Birdman l'a un peu forcé, en fait, à tomber creux dans lui-même. Ouais, je comprends. Ben, tu parles de méthode acting, à part peut-être comment il s'appelle? Daniel Day-Lewis, qui va jouer. Je vais jouer un gars qui fait des souliers à Venise, que je vais aller apprendre à faire des souliers à Venise. Il est carrément ce gars-là. Je pense que c'est le seul méthode acteur qui est. Mais il est insupportable, Daniel Day-Lewis aussi. Là, ça a ruiné. Je ne sais pas si tu as vu, je ne l'ai pas vu non plus, en fait que c'est weird que je sache ça, mais la balade de Jack et Rose, je ne connais pas le film le nom en anglais. Non, je n'ai pas vu. En tout cas. C'est un petit film indépendant, puis ça a été réalisé par la femme de Daniel Day-Lewis, qui concrètement, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui vivent sur une petite île isolée. Puis tout le film est basé sur genre, vu que c'est les seules personnes qui se côtoient, il y a une tension sexuelle un peu sous-entendue entre les deux, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Okay. C'est vraiment juste un long portrait de ça. Et pour se préparer à cette isolation, voyons, j'en bafouille d'émotion, pour se préparer à cette isolation-là, il a décidé de crisser son camp sans dire à sa femme, la réalisatrice du film, où est-ce qu'il s'en allait, puis il a réapparu des mois plus tard, alors que tout le monde pensait qu'il était mort. Pour juste faire « je suis prêt ». OK. Ah ben, tu vois, je ne savais pas ça de M. Day-Lewis. Non, il n'est pas tout le temps agréable. Il a failli mourir pendant le tournage de genre les Gangs of New York parce qu'il refusait de porter genre des manteaux qui fitaient avec genre l'époque. Fait qu'il a pas eu une grosse pneumonie puis il refusait d'utiliser des traitements de médecine qui dépassaient l'époque où ce film-là a été créé. Fait qu'il prenait des saignées ou rien. Fait que c'est... Là, un moment donné, là, les copains, là... Non, mais Danny, Daniel, t'es en train de mourir, là, tu gosses un peu. Là, fait que excusez, j'ai quand même attaqué Daniel, que je trouve complètement génial. J'ai failli le mettre sur ma liste, en passant, on n'est pas obligé d'en parler, mais Phantom Thread est un des films qui m'a le plus décollissé de ma vie. Faut encore que je le voie, il est vraiment haut dans ma liste, c'est le prochain film que je regarde, fait qu'on n'en parlera pas tout de suite. Ah, c'est bien correct, mais t'es sûrement un fan de P.T. Anderson ou... Totalement. Okay. Mais si on revient à Birdman, t'es un gars qui fait de la scène, justement. T'as fait une tournée avec des gens avec qui t'as passé 2 ans de ta vie. Donc, t'as vécu les coulisses. En quoi... est-ce que t'as eu des pensées pour Birdman quand t'étais en tournée? Ben, un peu, puis ça donne un peu une raison de continuer, mais je pense dans n'importe quoi que tu essaies de faire aussi, tu sais, c'est pas contre ma cohorte, c'est pas contre personne, mais n'importe qui a déjà fait de la tournée, n'importe qui passe trop de temps avec les mêmes personnes à faire quelque chose qui te confronte, qui te force à te remettre en question constamment. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont mal. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a du monde que tu n'as plus le goût de voir. Puis ça fait un peu partie de la game, voire même un peu de la vie qu'on a choisi d'endurer du monde avec qui tu t'entends pas tout le temps. Parce que je vais utiliser un anglicisme, mais genre for the greater good. Ouais. Parce qu'au final, genre, si tu décides de faire une tournée, c'est le show qui est important. De faire des amis, c'est pas supposé être le seul point. Le fait d'être d'accord avec tout le monde, c'est pas supposé être le seul point non plus. Puis c'est... Ouais, ben pour revenir à Birdman, c'est beaucoup ça aussi. C'est son rapport... tu prends le personnage de Michael Keaton, c'est son rapport avec les gens, avec sa fille, avec comme sa légende, avec ce que lui il veut versus ce que le public lui demande, avec sa psychose, avec son
son mal-être, avec ses regrets, avec genre son âge, avec le fait qu'il lui reste pas beaucoup de temps. Je veux pas parler au nom de tous les artistes, mais tu sais, c'est une crainte qui est assez répandue dans le milieu des artistes aussi. C'est le principe que le temps passe, puis ce temps-là ne reviendra pas. Tu sais, genre, te réveiller, puis te rappeler, genre, j'ai cet âge-là, c'est le temps qui me reste pour faire telle, puis telle, puis telle affaire. Puis c'est bon, c'est sur rien, mais en même temps, c'est les trucs les plus obsédants. Il y a quelque chose de le fun, il y avait quelque chose d'intéressant de voir justement quelqu'un que sa vie est techniquement derrière lui, puis la job de comme être connu, puis made it est techniquement faite, mais ça ne le rend pas nécessairement plus heureux, ça le rend peut-être même plus malheureux, puis à quel point il est obligé d'aller loin au point de, je ne veux pas vendre le punch, mais comme je pense que beaucoup de gens l'ont vu, au point de se gonner sur scène pour être capable de comme aller. Ça prenait ça, genre, pour être capable de redevenir crédible. Puis je trouve que c'est quelque chose de fou, là. Ouais. Puis si je peux tomber aussi dans le lore, il y a des films qui me rendent heureux, puis il y a des gens pour qui je suis content. Puis c'est un moment quand même intéressant, dans le fond, Birdman, où il y a du monde qui ont obtenu des genres de street cred, de on est des vrais artistes dans ce film-là. C'est Emma Stone, c'était pas un moment clair. Il n'y a pas si longtemps, elle avait joué dans Superbad. Elle faisait Spider-Man 1-2 avec The Amazing Spider-Man qui... Les meilleurs! Non, on va arrêter ici, Vincent. J'adore le déclic où genre Guilla, ça ne tente plus de parler à quelqu'un. Parle-moi d'un film de super-héros que j'ai détesté, puis on arrête ça tout de suite. Non, mais il s'est passé tellement de belles affaires pour cette fille-là qui a un potentiel incroyable. Selon nous, on n'en parlera pas parce qu'on a d'autres choses à dire, mais The Favourite est un des films qui m'a le plus brassé de ma vie. C'est incroyable, ce film-là. Ça n'a absolument aucun mot de sens, mais comme elle n'aurait pas fait ce film-là si c'était pas de Birdman. Zach Galifianakis, voyons, excusez, il est dur à dire. Merci beaucoup. Qui n'était pas connu pour grand-chose, qu'il était surtout connu pour des hangovers, qui aurait pu vraiment le recorder dans un personnage pour toujours. C'est le fun de le voir tomber là-dedans, c'est le fun de voir comme ce gars-là peut être vraiment sérieux et drôle d'une seconde à l'autre. C'est extraordinaire. Puis tu as vu ce qui est arrivé avec Michael Keaton par la suite. C'est pour ça que je te disais en fait que le film transcende un peu vers la réalité. Il a finalement eu un crédit pour être capable de faire plein d'autres choses. L'année d'après, ou si c'est pas l'autre d'après, je pense qu'il y a un de ces films qui a été, s'il n'a pas gagné, il a été nominé. C'était une histoire de scandale de journalisme. Je me souviens plus trop ce que c'était. Mais ça, c'était bon. The Founder, un des films que j'ai profondément adoré, j'ai trouvé vraiment baller. Ça attaquait quand même quelque chose d'énorme. C'est un vrai acteur. Oui, je pense que Batman aurait pu le freiner comme toute sa vie si c'était pas de Birdman. C'est complètement fou, là. Fait que c'est encore une fois, j'ai un bon rapport avec cette affaire-là. Puis cette affaire-là, mon Dieu. Avec ce film-là. Je pense que c'est un bon moment de cinématographie. Je pense que c'est dans l'histoire, dans le Great Scheme of Things, de comme c'est quoi l'histoire du cinéma américain, il y a quelque chose de très beau qui est arrivé avec Birdman. Le pire, c'est Seigneur, je t'en avoir mon hésitation, juste pour être sûr. C'est-tu Iñárritu qui a fait Itu Mamma También ou c'est Alfonso Cuarón? Ça, c'est Cuarón. Ouais. De mémoire, là. Ouais, c'est Cuarón. Je viens de faire un léger racisme, je suis désolé. Écoute, j'ai ouvert le podcast avec un léger racisme. C'est à ton tour, simplement. Non, c'est ça. Je le savais, c'était juste parce que je te le dis. Mais non, mais non, c'est parce que je suis en train de penser à de Revenant, si je me souviens bien. Oui. Puis ça aussi, back-à-back, Iñárritu gagne l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleur film, si je m'abuse, 2 années de suite. Exactement. Puis ça, c'est juste une opinion, si je peux me permettre, mais The Revenant ne m'apparaît pas comme une œuvre 100% authentique. J'ai un peu l'impression qu'ils ont compris qu'Iñárritu était capable de faire des genres Oscar-worthy movie. Puis je pense que c'était l'année où on en donne un à Léo, puis Léo le voulait aussi. Puis je veux dire, il l'a sorti d'un cheval mort, son Oscar aussi. Là, il a fait des affaires, mais genre, j'ai pas été bougé par The Revenant, malgré toute l'histoire, malgré le fait qu'Emmanuel Bilodeau, qui est un monsieur que j'adore, Wada, Eman. Mais malgré le fait que le film est une prouesse technique, que c'est intéressant, qu'il y a des très belles performances. Je suis un gros fan de Tom Hardy aussi. Je trouve que tout le monde je pense que c'est un très, très bon film. Mais il y a quelque chose de très pur dans Birdman. Puis même si ça a été reconnu comme publiquement, c'est pas juste un film de critique, c'est pas juste un film de public. C'est un film qui est accessible, je pense, dans une certaine mesure, mais il y a quelque chose de vrai, de sincère, puis qui m'a touché profondément dans cette histoire-là. C'est un film important. Super. C'est juste un avis, mais je suis pas nécessairement prêt à me définir comme étant genre je suis un fan inconditionnel de Iñárritu, de tout ce qu'il a fait, mais genre il y a quelque chose de magique dans Birdman, je pense. Oui, tout à fait. C'est un film que j'ai longtemps pas aimé, mais qui m'habite énormément quand même. Ouais, c'est drôle parce que quand je l'ai vu, ça m'a
ça m'a laissé un peu sur ma faim. Je sais pas, ça m'avait pas accroché, mais il m'a toujours habité. Je l'ai revu à 2 reprises. La troisième fois que je l'ai vu, j'ai fait ouais, il y a quelque chose qui me parle un peu plus maintenant. Je peux pas dire que j'ai le même rapport, sauf que force est d'admettre qu'il y a des choses qui se passent dans ce film-là qui me marquent profondément. Mhm. Puis il y a des moments où est-ce que j'ai un peu, sans le vivre, mais où tu comprends, OK, le gars se retrouve en bobette sur Times Square. Ben oui. Puis il y a des, tu sais, plus tu finis par travailler dans, tu sais, tu as fait de la scène. Moi, j'ai participé à quelques projets plus publics, tu sais, où mon nom était toujours en arrière, c'est toujours dans l'ombre. Mhm. Mais ouais, il y a une fois où j'étais dans une situation, puis j'ai fait là, en ce moment, là, je suis Mhm. métaphoriquement en bobette sur Times Square. Oui, ouais, Ah, c'est fou, ça. Ouais, ouais, C'est, ouais. ça, on peut changer de film tout de suite après, mais ça, Vas-y, j'avais pas ouais. pensé à cette scène-là, puis tu me rappelles de quoi? C'est euh, Birdman aurait été le pire film de la Terre si ça n'avait pas été fait par quelqu'un qui, du moins, a fait énormément de recherches ou qui a vraiment vécu des choses sur c'est quoi produire quelque chose qui va être sur scène devant un public Mhm. live. Tu sais, Ouais. je pensais à ça, puis comme la scène est vraiment bien faite aussi. Tu sais, il y a eu, je travaille beaucoup dans les bars, tu sais, je fais beaucoup Ouais. d'affaires, je produis beaucoup de spectacles, je fais beaucoup de shows de V1 aussi, qui est, je vais me plugger. Oui, vas-y. Tu sais, je fais des shows où des gens écrivent des jokes qu'on présente une seule fois pour rendre hommage à un thème en particulier qui est un film ou une série. Et souvent, en fait, vu que c'est pas préparé, il y a souvent des bugs qui arrivent. Il y a souvent Ouais. des affaires qui se passent, il y a souvent quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer. Il y a souvent quelqu'un qui panique, puis souvent, il faut que quelqu'un comme fasse quelque chose pour que le show continue, parce qu'au final, on a un show à donner, peu importe ce qui se passe. Il y a quelque chose qui casse, il y a quelqu'un qui se fâche, si, mettons, on se fait insulter, il y a quelque chose qui doit arriver. Puis la scène où ce qui se ramasse en bobette sur Times Square, Mhm. c'est niaiseux, mais c'était la chose à faire, être en bobette sur Oui, Times oui, Square. oui. La porte est fermée, tu peux pas attendre et espérer qu'un tech vienne. Ton queue, il est bientôt. Faut que tu cours en bobette à travers Times Square pour être capable d'être là au moment où tu es supposé dire quelque chose. Je sais pas si tu te souviens, au moment qu'il est en train de parler, il mime le gun jusqu'à que quelqu'un, Ouais, il donne un il gun. donne. Ouais, Puis ouais, c'est super. ça, c'est une toute autre histoire qu'on voit pas. Mais c'est quelqu'un, genre, qui est en charge d'y donner le gun, puis qui voit qu'il était pas là, puis qui est juste comme, OK, faut que je le trouve, faut que je fasse de quoi, faut que ça se continue, faut que ça se passe, Mhm. faut que ça soit présenté. Ça, c'est de la bonne recherche. Ça, c'est genre comprendre c'est quoi faire un spectacle. Mhm. Genre, puis c'est pas pour tout le monde. Tu sais, tu parlais du fait que le film t'habite, puis comme quand tu le réécoutes, tu vois d'autres choses. Ce qu'on propose, mettons, genre au premier degré, ça sonne pédant ce que je dis. Tu sais, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, mais il y a beaucoup à aller chercher de ce film-là. Il y a beaucoup d'affaires vraiment spécifiques pour comme des gens qui ont des réalités plus spécifiques qui touchent ce film-là en tant que tel que tu peux aller chercher. Tu sais, c'est un film généreux qui offre énormément, je Mhm. pense. Super, écoute, c'est hyper complet pour Birdman. Ton troisième film, Coup de cœur, est un film, et là, je me révèle, je ne l'ai jamais vu, et pourtant c'est un classique du cinéma contemporain. Old Boy. Décalisse. de- Ben là, c'est mon podcast, là. OK, bon, ben, fini là-dessus. Le pire, c'est que si tu t'en vas et tu laisses tourner, le podcast finira jamais. Je suis juste comme bon, je Non, c'est ça, jusqu'à temps que mon disque de 2 téraoctets soit plein. Ah, Donc, Old Boy de Park Chan-wook, film de 2003. Mhm. Classique, Ouais. classique du cinéma sud-coréen. C'est probablement ce qui a lancé un peu la vague de l'amour du cinéma coréen. Là, je Oui. voulais faire une blague et je l'ai raté complètement. Je voulais dire Old Boy de Spike Lee. Ouf. C'est pas. Oh. Donc, de Park Chan-wook. Je t'en- je- Euh, je- je t'enverrai ça si tu veux, mais il faut que tu écoutes l'original pour commencer. Mais il y a un channel que j'aime beaucoup qui s'appelle Your Movie Suck, ouais. qui a fait une analyse, en fait, de Old Boy, mais il a fait une analyse comparative, qui est quelque chose qu'il ne fait jamais, de l'ancien, en fait, de l'ancien, de celui de Mhm. Park Chan-wook, puis de Ouais. celui de Spike Lee. Et la critique dure plus longtemps que le film, tellement il y avait No de choses way. à dire, et Wow. il déteste le remake, puis le remake est profondément détestable. Je comprends ce qui s'est passé, en fait, là, juste que m'a donné la lettre de noblesse que ce film-là mérite, personne n'en parle plus jamais. Mais Spike Lee est connu, en fait, pour faire, mettons, genre, j'en fais un pour moi, j'en fais un pour le studio. Oui. Et il a fait Old Boy pour pouvoir faire The Black Klansman, que j'ai pas vu, mais qui paraît qu'il est très bon. Mais Formidable film. Old Boy, le remake US, c'est un film insultant pour l'art en général. Là. Pour vrai, sautez-le 1000 fois comme réécouter Les Guerriers de la Vertu 1 puis 2 avant d'écouter le remake de Old Boy. Là,
Allons-y. Oui, Donc, plongeons, Old Boy. Old Boy, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film-là? C'est quoi, dans quel contexte t'as vu ça? Ben, c'est le fun de faire la liste en passant pour le podcast. Je vais essayer de pas faire une longue phrase Mhm. là-dessus. Mais j'y étais semi-spontanément, mais j'ai surtout choisi des films que je voulais comme passer la journée à peut-être réfléchir de Oui. qu'est-ce que j'ai à offrir, puis je voulais trouver quelque chose. J'étais choisi des films sur lesquels j'avais le goût de réfléchir au départ, en Oui. fait. Puis Old Boy, je savais que c'était important pour moi, mais ça a été long avant que je comprenne. Et c'est parce Old Boy, justement, t'en as parlé, c'est un film sud-coréen. Ça a parti à retardement, j'ai le goût de te dire, en fait, l'intérêt pour comme Mhm. le cinéma sud-coréen que le monde a l'air de vivre en ce moment, puis qui a Oui. vraiment explosé cette année avec Parasite. Avec Puis, Parasite. oui, en tout cas, on pourrait. J'ai failli le nommer aussi, en fait, mais c'est. Quelqu'un va te dire Parasite éventuellement, comme, puis on va en reparler si c'est pas ici, ce sera ailleurs, parce qu'il y a. Parasite a déclenché comme beaucoup de films sud-coréens s'en viennent. Il y a quelque chose qui s'en vient pour les Mhm. prochaines années qui va être Oh, très, ouais. très beau. Mais Old Boy, moi, j'ai découvert par accident une époque brute où comme mon raffinement pour le cinéma de qualité se faisait, comme était en train de se construire, mais se construisait pas nécessairement pour les bonnes raisons. Moi, Old Boy, j'ai entendu parler de ça dans un top 5 des films les plus violents. OK. Ah, Ouais, ouais. mais les films les plus gore, en fait, Ouais, ouais, donc, c'était dans on une. pense à Martyr, on pense à Même pas, 120 en jours de fait. Sodome. Oui, oui, même pas non plus. C'était pas Ah, dans une ouais. bonne revue. Là. C'était, je pense, c'est pas dans un 7 jours. C'était peut-être. Non, non, pour vrai, je pense que c'était l'édition Halloween de Star Inc. Man, ça avait pas rapport. Là. J'ai volé ça à ma sœur pour. En tout cas, je me souviens plus pourquoi. Je peux pas justifier pourquoi j'ai volé un Star Inc. Mais désolé, Emily. Mais c'est ça, c'est un top 5. T'avais Ichi the Killer là-dedans, puis il y a vraiment juste comme. Ah, mais quand même. Ouais, ben, Ichi the Killer, je l'ai écouté récemment avec ma blonde, c'est pas bon. Ouais. Je suis désolé, je suis même un léger fan de Takashi Miike, mais un Mhm. d'autre qui fait 8 films par année en moyenne, son destin est pas bon. Il y a des images intéressantes dans Ichi the Killer, mais c'est honnêtement un mauvais film. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, Old Boy était là, puis il faisait juste comme. Je pense que le dude qui avait fait l'article avait même pas regardé le film au complet, il avait juste comme. Il savait que quelqu'un se faisait péter les dents avec un marteau. Je t'ai vendu Ouais. un punch, mais Bon, c'est correct, c'est correct. c'est une très belle scène ultra poétique. Le mixage est incroyable. Écoute ce film-là. Genre, je te dirais bien, on l'écoutera ensemble, mais c'est illégal. Fait que c'est. OK. Non, non, mais on n'a pas le droit. On peut l'écouter en FaceTime si tu veux. Mais c'est. Old Boy, je m'attendais pas à ce que ce soit bon même. Tu sais, j'ai loué ça encore une fois au Vidéotron de Rodin parce Mhm. que c'était 18 ans et plus violence. Puis j'avais quoi, je pense? J'avais 13 ans à cette époque-là. Genre, ça faisait 2 ans à peine que je commençais à écouter les films en version originale. Ouais. Mon film préféré à l'époque, je pense que c'était Sin City, qui n'est pas un mauvais film, mais qui Ben fut mon non, film mais préféré. qui a bizarrement vieilli. On va juste le Ouais, dire ouais, comme ça. Ah, ouais. c'est un morceau de cinéma intéressant, point d'interrogation. C'est ça. Ouais, ouais. C'est une autre influence de Tarantino. En tout cas, bref, The Spirit était bien meilleur. Non, revenons à Old Ouais, Boy. shout out. Ah, t'es sûr? J'ai parlé. Non, on ne parlera pas de Spirit. On va parler de Old Boy. Mais non, c'est ça, c'est qu'Old Boy, finalement, ça s'est avéré être vraiment super bon. Ouais. Moi, c'est un film que j'ai acheté. J'ai acheté la trilogie, en fait. OK. Ça m'a aussi un peu fait réaliser c'est quoi, en fait, la vision d'un réalisateur. Parce que Old Boy, pas tout le monde est au courant, mais ça fait partie d'une trilogie regroupée Ouais. sous un même thème, Avec qui est la Lady vengeance. Vengeance, puis C'est par. Il y a Lady Vengeance, puis il y a Sympathy for Mr. Vengeance. voilà. Oui, exactement. Lady Vengeance, c'est très, très joli. Il y a plein de beaux gâteaux là-dedans. Mais Old Boy est définitivement le meilleur, mais c'est aussi, je ne sais pas trop, c'est faire 3 longs métrages pour explorer un thème. Je trouvais que c'était baller, puis je trouvais que c'était une belle dédication à ce que c'est l'art, tu sais. Mhm. Puis il y a beaucoup de choses, en fait, que je ne m'attendais pas à ce que ça m'influence autant en écoutant ce film-là. Le mixage est incroyable. La musique est tellement bien utilisée. Le montage est extraordinaire. Tu sais, je suis devenu monteur par la suite. Puis je ne dis pas que c'est 100% à cause de Old Boy, mais je pense pas que j'appréciais, mettons, une qualité de montage avant de regarder ce genre de cinéma-là. C'est pas Ouais. un film qui a coûté très cher aussi. Ça m'a fait réaliser que comme tu peux être extrêmement prenant sans avoir des tonnes de cash à mettre dans ton truc. Tu sais, il y a des vraies performances d'acteurs aussi, puis c'est pas quelque chose que je voyais venir non plus. Tu sais, le réalisateur, excuse-moi, le personnage principal est joué par un acteur qui est vegan, et il y a une scène, excuse-moi, je te vends un punch, où Ouais, il vas-y. mange une pieuvre vivante parce que OK. ça fait 15 ans qu'il est enfermé quelque part puis qu'on lui nourrit la même affaire à tous les jours. Puis il y a un besoin de tuer, il y a une colère en lui, il y a quelque chose qui l'habite, puis il a le goût de goûter quelque chose qui est complètement l'inverse que ce qu'on lui a Ouais. servi à tous les jours. Puis c'est fou. Il y a tellement d'émotions qui se passent, en fait, dans cette histoire-là.
pour un monsieur qui ne mange pas de viande. Tu sais, j'ai vu le behind the scenes où ce qui dégueule entre chacune des prises. Wow. Il continue de le faire. Puis j'ai réalisé, OK, il y a du monde qui vont vraiment loin dans le monde pour être capable de donner des bonnes scènes. Puis c'est pas comme genre, fait trop froid, on filme pas aujourd'hui finalement. Là, c'est... Non, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a fait réaliser aussi que ben, c'est aussi, encore une fois, c'est un accident. C'est beaucoup d'accidents, Old Boy. Mais vu que c'était pas un film qui était distribué comme très bien, les traductions étaient dégueulasses. Puis il y en a ça méritait tellement. J'étais comme genre, ben fuck off. Moi, l'écoutais avec des sous-titres. Puis je réalisais que les sous-titres, c'était pas la fin du monde. Je pense que c'est le réalisateur de Parasite qui a dit ça aux Oscars ou au Golden Globe cette année. Puis il a fait genre, si vous êtes capable de passer à travers la frontière de 2 cm que sont les sous-titres, il y a un monde de cinéma qui s'ouvre à vous. Puis c'est peut-être à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à écouter des films en version originale, puis par conséquent, peut-être apprécier c'est quoi du vrai jeu, puis sans offense pour les voice actors, faites un travail incroyable, mais c'est écouter des films en version originale, c'est une façon de les voir comme de façon si pure que c'est possible. Ça m'a fait réaliser aussi, tu peux apprécier en fait la violence différemment que par le shock value. Tu sais, c'est très violent, Old Boy, mais j'ai pas l'impression que c'est injustifié. C'est un niveau de colère puis une exploration de la vengeance que, ben, je t'ai parlé de la scène avec le marteau. C'est pas gratuit, le gars qui se fait péter les dents avec un marteau. C'est quelque chose qui fait du sens, c'est poétique, c'est beau. Tu as les 4 saisons de Vivaldi qui jouent en arrière. C'est du beau contraste. Quand j'ai commencé l'université, j'ai fait plusieurs travaux là-dessus. Bon, j'en perds mon français. Puis les profs m'ont parlé, par exemple, que, en tout cas, je ne veux pas vendre trop de punch, mais il y a un petit rapport avec l'inceste, quelque chose qui revient quand même souvent autant dans les films de Park Chan-wook que dans le cinéma sud-coréen. Ça a un gros rapport avec la relation semi-incestueuse entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, dans le sens qu'ils ne peuvent pas s'aimer, mais c'est 2 Corées pareilles, puis ils ont un passé commun. Puis en tout cas, bref, je sais pas. Old Boy, je le vois vraiment comme quelque chose qui a peut-être poussé ça vraiment plus loin. Je pense pas que j'aimerais autant le cinéma, puis j'aurais pas le pouvoir d'aimer autant le cinéma si c'était pas d'Old Boy. Magnifique. Rapidement, très rapidement, qu'est-ce que tu aimes du cinéma sud-coréen? Ben, c'est une vision complètement différente, puis c'est un langage qui est mature. J'ai vraiment pas le goût de... si bon. Attends, faut le formuler bien, parce que sinon, ça va être complexe. Mettons, pour faire un comparatif, je pense que le cinéma sud-coréen a une voix plus mature que, par exemple, le cinéma québécois. Dans le sens, il y a de l'excellent cinéma québécois. Tu sais, genre, il y a des gens qui ont une vision, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une recherche puis une espèce de contrôle qu'on essaie encore de trouver, en fait, à savoir sur qu'est-ce qu'on veut proposer. Quand c'est bon, c'est vraiment très, très bon. Mais je dénombre beaucoup d'échecs, je dénombre comme beaucoup de façons. Excusez, je pense à vos marques pré-party en ce moment. C'est ça. Mais on pourra en parler justement au retour de la pause avec ton film détesté. Oui, effectivement aussi. Mais tu sais, c'est vraiment pas chez le cinéma québécois Under the Bus, c'est juste parce que c'est un exemple qu'on connaît. Par exemple, si vous avez une chance d'ailleurs, allez voir en attendant jusqu'au déclin, qui est sur Netflix, qui est vraiment très, très bon, mais c'est. Il y a quelque chose de près avec le cinéma sud-coréen. Il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose avec les plans, il y a quelque chose avec la lutte des classes, avec les inégalités sociales, avec la viscéralité de ce qui se passe, c'est weird à dire, mais genre leur rapport avec la bouffe. Il y a quelque chose avec la gastronomie pour nourrir le drame, en fait, dans plusieurs films sud-coréens que j'ai vus. Il y a un film de vampire réalisé par Park Chan-wook qui s'appelle Thirst, si je me souviens bien, qui est un des films les plus humains de vampires que j'ai vu de ma vie. Si vous avez une chance, c'est très, très bon aussi. Il y a quelque chose de mature. Ils ont une voix tellement claire. Puis je reviens en fait avec peut-être le manque de budget. C'est peut-être parce que je fais un parallèle avec le cinéma québécois parce qu'on n'a pas des tonnes de cash. Bon, ça pas un bon exemple, mais j'ai récemment fait une vidéo, en fait, où j'attaque profondément Papa est devenu un lutin. Oui. Et je vais repitcher le réalisateur en The Boss, mais tu sais, c'est un des nombreux réalisateurs qui disait le fait que moi, j'avais pas beaucoup d'argent, puis je visais à faire un film pour enfants, fait que c'est normal que ce soit pas aussi bon que ça pourrait l'être. Et j'ai toujours trouvé que c'est une excuse facile, tu sais, genre autant, tu sais, je peux te nommer des Clerks, je peux te nommer Brick, je peux te nommer comme n'importe quel film. Si tu as quelque chose à dire, si ta voix est assez mature, si tu as une contrôle de ton propos, l'argent n'est pas supposé être autant un problème que ça. Puis, tu sais, on parle de Parasite, qui est un film qui a gagné comme pratiquement tous les Oscars cette année. Je pense que ça a coûté 6 millions à faire. C'est pas des tonnes. Tu sais, je pense qu'en ce moment, la Corée du Sud a vraiment un contrôle sur ce qu'ils veulent dire, sur les moyens pour le dire, puis qui ont la capacité, en fait, de communiquer
un message qui est pur, qui est vrai, qui leur est propre, puis qui ressemble à rien qui a été proposé jusqu'à maintenant. Donc, je te dirais, qu'est-ce que j'aime du cinéma sud-coréen, c'est qu'historiquement parlant, c'est une des voies les plus intéressantes auxquelles j'ai assisté depuis longtemps, puis on est vraiment comme au début d'un bel âge d'or, j'ai l'impression. It's good to be alive right now pour ça. Pas pour le reste, mais le cinéma sud-coréen, c'est tout le reste qui se passe dans le monde, c'est moins chill, mais c'est yes! Super. Ben écoute, là-dessus, on va faire une courte pause et on revient de l'autre côté avec tes films détestés, avec ton film détesté et ton plaisir coupable. À tout de suite. Super. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupables pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de film avec mon invité Vincent Descoteaux, avec qui, en première partie, on a parlé de ces 3 films coup de cœur qui étaient Hook, qui était Birdman et Old Boy. Et maintenant, on va passer à un film que t'aimes pas. Tantôt, on a dit que dans la vie, les choses sont pas noir et blanc, mais là, on a un film en noir et blanc. Ah! c'est le lien. Ce pont était délicieux. J'aime tellement faire des mauvais segways comme ceux-là. Il n'y a pas de montage, il faut que je les assume. Non, c'est correct. Je vais essayer d'en faire pendant tout le reste du tournage. Cool. Charlotte a du fun de la réalisatrice québécoise Sophie Lorrain. Charlotte, qui est d'ailleurs le nom d'un personnage de Célibataire et nu. Ça, c'était mon pont. Fait que, voyons. D'accord. Donc, un film de 2018. Je l'ai jamais vu. Parle-moi-en. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce film-là? Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Ah, si bol. Charlotte a du fun. Je parlais, dans la première partie, j'ai beaucoup parlé en fait de l'expérience de visionnement. Je vais poser une question, tu n'es pas obligé de répondre, à moins de. Je vais assumer de peut-être me faire bannir de certains cinémas. Est-ce que ça t'arrive de boire au cinéma, de boire de l'alcool au cinéma? Ça m'est arrivé généralement quand j'étais avec toi. Oui. Ben, je te laissais le choix de rendre ça public ou pas. Oui. Non, c'est toujours le fun. Tu peux cacher une bière dans ton manteau, tu vas voir un film, puis... Ouais. C'est quelque chose d'agréable aussi, c'est quelque chose comme ça accentue la fascination. Ouais. Mais il y a quelque chose que je fais en fait spécifiquement pour les films en lesquels je crois. C'est pas un besoin de boire en fait que j'ai au cinéma. C'est rarement une décision que je fais à l'avance. J'amène de l'alcool au cas. Et en général, quelque chose que j'aime bien faire et qui m'aide à juger la qualité d'un film, c'est de timer le temps entre le début du film et le moment où je prends ma première gorgée. Okay. Et j'avais fini ma première bouteille de blanc 20 minutes après le début de Charlotte a du fun. Une bouteille de blanc. Ouais, je n'étais pas tout seul, j'étais avec ma copine et elle était d'accord avec cette consommation excessive. Là. Charlotte a du fun m'a attaqué personnellement. A attaqué mon cinéma québécois. Il y a vraiment beaucoup de choses dans Charlotte a du fun que j'ai vraiment pas aimé. Avant qu'on tombe dans ce que tu n'as pas aimé, peux-tu me résumer l'histoire? Ah oui, absolument. Ben, c'est Charlotte a du fun, en fait. En gros, c'est un film en noir et blanc avec une gang de chums de filles qui se mettent à travailler au même magasin de jouets. Et il y a des beaux gosses qui travaillent à ce magasin de jouets-là. Et Charlotte se met à les fréquenter, certains d'entre eux. Et en fait, ça se veut en fait être une réflexion sur le slut shaming, sur la sexualité des jeunes adolescentes. Et la sexualité des jeunes en général, je vais y aller là-bas parce que je vais faire des liens avec spécifiquement cette phrase, sexualité des jeunes. Fait que, ouais, je te dirais qu'essentiellement, c'est ça. Je peux pas te conter toute l'histoire parce qu'il y en a pas vraiment une de très bien construite que j'ai trouvée. Fait que, ça te satisfait-tu comme synopsis? Ou Oui, tu veux que tout à fait. J'ai compris. Okay.
je vais nommer d'autres films pour revenir à Charlotte Dufan. Oui, Charlotte Dufan est arrivé à un moment où il y avait d'excellents films qui exploraient en fait les relations interpersonnelles ouais. entre jeunes. Il y avait par exemple Les faux tatouages de Pascal Plante, Uh-huh. je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai toujours pas vu. C'est pas la première fois C'est qu'on s'en parle, mais faut que je le voie. Faut que je trouve un euh, moyen de le voir aussi. oui, absolument. Shout-out à Pascal Plante. C'est pas un film qui a été facile à voir. Il n'est pas resté longtemps au cinéma. Mhm. Il y a eu une belle vie dans les festivals et ça m'a profondément brassé. Ouais. N'importe qui a déjà vu un show au MTLUS ou au Metropolis, puis qui a déjà eu un mini-kick, en fait, suite à ça, va être frappé personnellement par ce film-là. C'est un des films les mieux écrits qui parle juste de jeunes qui s'aiment bien. Mhm. C'est un des films qui te prend le moins par la main en même temps qui est plus clair. Excusez, je viens de pitcher plein de fleurs à un film avant de recommencer à délaisser Charlotte Despentes. Bref, c'était un moment où j'avais comme consommé de l'œuvre, certaines œuvres qui m'expliquaient bien c'était quoi des jeunes. C'était des films Ouais. qui me parlaient. Je suis pas jeune, j'ai 30 ans, mais comme ça touchait autant ma génération que j'avais l'impression que comme, OK, ça, c'est des jeunes crédibles, il y a des choses qui se passent. Mhm. T'avais Prank aussi, qui est un ton Ouais. complètement différent, mais qui est super bon. T'avais Avant qu'on explose, que les trailers commençaient à sortir. Ouais, c'est ça. Il y a eu T'avais... l'été d'avant, l'été dernier, celui qui s'est terminé en 2019, Ouais. Jeune Juliette, que moi Oui, j'avais oui. bien aimé, malgré ses défauts. C'est un film qui est plein de vie, plein Oui, de joie, absolument. qui est lumineux. Absolument. Ben, tu sais, Jeune Juliette aussi, très rapidement, on l'écoutait ensemble, je sais pas Oui, si tu te souviens, puis oui. c'est... moi, c'est pas un film nécessairement comme... Je l'ai bien aimé, moi non plus, ça m'a pas Mhm. détruit, mais c'est le genre de film de comme... J'ai réalisé qu'il y avait probablement des affaires qui me rejoignaient pas personnellement, mais qui OK. pouvaient rejoindre d'autres mondes, puis qui étaient dites de la bonne façon. Tu sais, je suis pas une jeune fille qui a subi de l'intimidation de jeune Ouais, fille dans ouais. une ville de région, je suis pas ça, mais il y avait quelque chose, il y avait de quoi d'intéressant, il y avait une sincérité dans les propos, c'était pas une sincérité qui touchait quelque chose que j'avais personnellement vécu, mais tu sais, il y avait moyen de la sentir dans cette histoire-là. Ce qui me ramène à Charlotte a du fun. Mhm. Charlotte a du fun, c'est un film d'ado qui aurait pu être réalisé par Jocelyne de Radio Enfer. C'est genre, hey, yo, les jeunes, vous êtes punk, vous êtes trop polites, Yes. vous êtes whack, vous êtes des Pokémon pas encore évolués. Ben, laissez-moi vous parler, c'est quoi les blowjobs, les rim jobs, c'était malaisant à ce point-là, en noir et blanc pendant 2 heures Wow. sous mon chum. Non, 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 pour vrai, j'étais en tabarnak. Tu n'auras jamais vu deux personnes, ça c'est moi puis ma blonde, Ouais. rire aussi méchamment pendant un générique, on dérangeait le monde après, on ne comprenait. Non, 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 non. Le pire, c'est que ça me trouve parce que, genre, j'ai peur de me mettre dans le marde dans cette histoire-là parce que, genre, c'est une fille du milieu, tu sais, genre, c'est un film Mhm. québécois, ça se peut que je touche du monde qui entende. C'est Sophie Laurent qui a fait ce film-là, qui est Ouais. Fortier. Et excusez Fortier, mais c'est tabarnak, qu'est-ce que tu avais à dire sur ce sujet-là? Ça m'a tellement troublé à quel point, genre, ça sonnait comme un adulte qui essaie d'expliquer la sexualité des yo à un yo. Genre, puis j'ai utilisé le mot yo 2 fois dans la même phrase. Ouais. Ah non, non, pour vrai, là, T'as... Câlisse de tabarnak. T'as un personnage de gauche qui cite Marx de temps en temps puis qui est déguisé en Che Guevara pendant un party d'Halloween. Wow. Bon, T'as du slut shaming. T'as un mouvement de protestation où les filles les filles du magasin arrêtent de coucher avec les gars du magasin et ont mis des pots d'argent à la caisse pour que les clients leur donnent de l'argent pour qu'ils ne continuent de ne pas coucher avec les gars du magasin. oh boy. C'est pas ça l'hypersexualisation, Sophie Tabarnak. C'était tellement, genre, on parlait encore, le film est en noir et blanc. Le film est tellement blanc ou noir, là. C'est tellement juste comme le sexe, c'est mal. Le pire, c'est qu'il se contredit lui-même au fur et à mesure que ça se passe parce que, genre, au final, ils font le vœu de comme pas coucher avec le monde, mais finalement, ils couchent avec le monde. Puis finalement, les fonds qui étaient supposés être donnés à, je pense, une œuvre de charité ou à quelque chose, finalement, ils donnent à quelqu'un, mais ils s'en servent un peu pour acheter de l'alcool pour un party. Et non, non, pour vrai, il n'y a rien qui marche. J'écoutais ce film-là, puis il y avait un autre film que j'avais écouté il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens, une belle œuvre documentaire, ça s'appelait L'amour dans le temps du numérique. Oui, mais attends, ça fait longtemps, mais ouais, j'avais vu ça. Je m'étais pas senti autant jugé au niveau de ma sexualité puis au niveau genre de comment les générations comme avancées nous voient. Puis je sais en passant que comme il n'y a pas tout le monde qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus que quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans de moins, genre, qui juge à ce point-là, qui est là-dessus, mais genre, c'était tellement un jugement définitif sur c'est quoi la sexualité des jeunes, de comment les jeunes voient ça, puis c'était tellement un jugement simpliste, comme genre, comme, il n'y a aucune nuance dans l'amour des jeunes. Puis le film a été défendu comme étant cute, j'ai tellement rien vu de cute là-dedans, j'ai tellement... C'était pas juste une question que c'était pas woke, c'est une question de genre, vous ressentez pas des vraies émotions parce que vous êtes trop jeune encore.
Puis ça, Mhm. c'est vraiment juste dans l'aspect, genre, je puise dans les affaires qui m'ont affecté, qui m'ont insulté personnellement, mais genre, je peux trouver des défauts concrets qui font pas de sens. Le film, je te niaise pas. La dernière scène du film Ouais. est une scène où les jeunes jouent à Dance Dance Revolution Attends, je répète l'année du film, 2018. 2018. Ils jouent 2018. tous ensemble à Dance Dance Revolution et ça, c'est juste en fait l'outil pour faire un contexte où la scène peut se finir sur une scène à la Bollywood où une Yes. toune sur Dance Dance Revolution chante en hindou une chanson de Noël. Je peux te nommer deux films. Je peux maintenant te nommer deux films québécois qui se terminent avec un numéro à la Bollywood. L'autre, c'est French Immersion, qui a été reconnu comme étant un des pires films québécois. Derrière Gino Alfredo Romeo, je sais que j'ai pas le premier nom, là, mais en tout cas. On avait parlé en fait que les excellents films créent toujours des trends de merde. Ouais. C'est quoi l'excellent film qui est responsable des films québécois qui finissent avec du Bollywood? Calisse! Je pense que c'est un réalisateur qui s'est trop tenu au Cinéma Forum 22. Ah, C'est vraiment ça. J'ai tellement ri, man. J'entends, veux-tu de l'appropriation culturelle en v'là, man? Just Dance Dance Revolution, excuse-moi, c'était pas 2008, c'était 98. Dance Dance Revolution qui fait du Bollywood, qui parle de Noël. Let's go, les jeunes en noir et blanc, il n'y en a pas de problème. Ah, J'adore cette détestation-là. Ah, je trouve ça beau. Oh, t'es à terre, là. Je te vois quasiment frapper ton bureau en ce moment. ben oui, mais Colin, j'ai la capacité d'aimer tous les films d'envie. Genre, j'avais Ouais. parlé de ça tantôt aussi. Tu sais, je vais. Bon, des bonnes choses, ça n'a pas rapport, mais j'ai une forte appréciation pour les mauvais films. Ouais. Tu sais, je vais nommer quelque chose en fait qui n'a pas rapport, mais j'ai la capacité d'aimer n'importe quel film d'envie. Là. Tu sais, c'est un de mes films préférés d'envie ever. C'est un film qui s'appelle Le Festin des androïdes. Ça, c'est un film qui joue à super Ok. écran et c'est un film qui ne contient aucun androïde et aucun festin. Attends, mais c'est quoi le titre en anglais? Ben, j'imagine, je présume, c'est un film anglophone, là. C'est Invasion avec un point d'exclamation. C'est zéro connu. Si je suis capable de trouver un torrent, je vais te l'envoyer. J'ai Ouais. le DVD quelque part, je pense. Mais genre, pour vrai, ça n'a pas pogné nulle part, ça n'a rien coûté. C'est un film d'invasion extraterrestre, c'est super mal fait, il y a plein de bugs. Mais genre, comme, il y a quelque chose d'authentique, quelque chose de le fun. Genre, comme, il y a quelque chose comme de cute dans quel point ça a été mal fait. Genre, je suis un gros fan de The Room, j'ai été le voir au cinéma comme 2-3 fois, c'est super bien plaisant. J'ai écouté récemment sur Amazon Prime The 41-Year-Old Virgin Oui. who knocked out Sarah Marshall and felt super Oui, bad qui est le about it. Scary Movie de Judd Apatow. Ben, des films de Judd Apatow, là. Oui, exactement. Et j'ai somehow été capable d'avoir un peu de fun avec ça. Mhm. Honnêtement, je peux avoir du fun avec sensiblement n'importe quoi. Charlotte a du fun, m'a tellement fâché, man. Mais tu sais, je parlais justement d'expérience, je parlais justement comme d'authenticité, je parlais justement de proposer quelque chose. Charlotte a du fun, c'est pas un film authentique. Tu sais, je rattachais à la même affaire, puis comme je dis, Chris Sophie, ça fait 30 ans qu'elle est dans le milieu, elle a déjà, c'est pas sa première réalisation, il y a plein d'affaires qu'elle a faites. Tu sais, genre, je compare ça à Pascal Plante. Pascal Plante, il est jeune, Pascal Plante n'a pas fait des tonnes de films, il n'y a pas des tonnes de moyens, mais Chris, il y a une voix, il y a une vision, il y a des affaires à dire, genre, puis comme il y a quand même un contact direct, puis il parle de choses duquel il y a une connaissance. Excusez, c'est dur à dire comme phrase. Mais j'ai parlé avec Pascal par la suite, puis genre, c'est con, mais on a parlé de show. Genre, on a parlé 2 secondes de son film, puis on s'est même parlé des shows Métropolis, parce que c'est une grosse affaire qui a influencé son truc. Tu sais, il a filmé illégalement, genre, un show au Métropolis pour être capable de comme soutenir, parce qu'il connaissait les types de mosh pit qu'il y avait, dépendamment du band qu'il y avait là-bas. Genre, puis c'est hot, cette connaissance-là. Tu sais. Il a parlé, genre, de comment les jeunes tombent en amour quand il y avait comme 20-25 ans. Puis il y en a 30, c'est genre comme c'est quelqu'un qui touche ça, mais genre c'est aussi quelqu'un qui est arrivé avec un regard comme sans prétention sur ce quoi il voulait parler. J'ai pas l'impression qu'elle parlait à des tonnes de jeunes. J'ai plus l'impression qu'elle a fait valider certaines informations puis qu'elle a fait un filtre. Excusez, je m'avance, j'ai aucune preuve de ce que je dis, mais il n'est pas pour rien mon exemple de genre comme Jocelyne de Radio Enfer. Jocelyne, c'est pas madame qui comprend le plus les jeunes pour quelqu'un qui communique autant avec des jeunes. Puis ça se veut parodique, mais genre au final, c'est exactement ça que tu ressens quand tu vois comment a été réalisé. Il y en existe. Charlotte, t'as du fun. Il y en existe beaucoup déjà. Mais tu sais, ouais.
Je fais un dernier parallèle, puis après ça, on peut Ouais. parler du prochain film. Je sais que je suis pas arrêtable quand je parle de Charlotte Hudson. Mais tu sais, mon lien avec l'amour dans le temps du numérique, Ouais. tu le réécouteras si tu as 2 heures à avoir le goût de te gonner dans la gueule, mais tu Voyons. sais, ils ont choisi. Non, mais c'est ça pareil, je t'encourage pas à le faire, mais c'est juste. Je connais des gens qui s'aiment beaucoup, qui se sont rencontrés dans le cadre de contexte numérique. Tu sais, je veux dire, n'importe qui écoute, je connais les stats, là, je veux dire, c'est quelque chose qui existe, c'est une forme de rencontre comme une autre, mais c'est un documentaire qui se veut condescendant, qui a été fait par du monde qui comprennent fuck all, puis qui n'utilisent absolument pas c'est quoi cette affaire-là, puis qui ont choisi les 4 ou 6 protagonistes les plus stéréotypés pour être capable d'avancer leur point le plus possible. On parlait de Tiger King avant qu'on commence à enregistrer, puis à quel point moi, j'ai pas embarqué. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais genre, il y a bien des documentaires qui sont faits de même. Tu sais, genre, t'essaies de pousser un agenda, puis tu sais, c'est quoi faire un documentaire? Tu sais, toi aussi, tu as quand même une idée claire de comment ton truc va finir avant de commencer à rencontrer le monde. Faut que tu fasses une bible, même si ça se veut être tiré de la réalité. Tu as quand même un document à faire, puis tu es supposé savoir un peu qu'est-ce qui va se passer avant de faire ton documentaire. Puis quand j'ai vraiment ressenti ça dans l'amour dans le temps et du numérique, comme j'ai ressenti ça dans Charlotte Hudson. Peut-être qu'elle a fait de la recherche, mais j'ai l'impression qu'au final, elle avait un point à prouver, un point qui était vraiment selon sa perspective. Puis c'est quelque chose que ça ne m'a pas rejoint. Le pire, c'est ce qui me gosse, c'est que pour comparer aux faux tatouages, Charlotte Hudson a pogné beaucoup plus que les faux tatouages parce que il y a plein de monde qui pensent comme Sophie Lorrain, qui ont vu ça comme une belle œuvre authentique où enfin on dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, puis la sexualité des jeunes yo. Tu le dis, des Jocelyne, il y en a, il y a tout ça, puis on riait, puis on dérangeait du monde, mais on brisait la moyenne d'âge, moi et ma blonde, puis on a 30 ans, les deux, genre. Vous êtes beaucoup plus proche, j'imagine, à ce moment-là, de la moyenne d'âge des gens dans le film que des gens dans la salle. Oui, exactement. Il y avait c'était un paquet de têtes blanches, puis c'est pas contre le concept de la vieillesse, c'était comme, oui, mais ça vous concerne pas nécessairement, c'est pas vous qu'on essaie de représenter en ce moment, fait que genre, comme, trouvez-nous gossants si vous voulez, mais moi, je suis insulté profondément, là. Ouais. C'est pas ça des jeunes qu'il faut. Je suis désolé. Donc, à ce moment-là, toi, tu rentres chez vous, puis pour te détendre, tu vas regarder The Producers. Tabarnak! T'es hostiliens, man! Hey, pour vrai, je pense que je sais pas combien de fois je peux faire ce lien-là. J'ai pas juste fait avec toi, je l'ai fait avec d'autres aussi. C'est tellement facile. Mais c'est de Susan Stroman. C'est un film de 2005, une comédie musicale avec les grands talents qui sont Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman et surtout Will Ferrell qui vole le show. Ben oui, absolument. Quelle grande scène d'un ancien nazi qui chante avec des pigeons. Ben oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure de ce nazi. Il n'est pas tant ancien nazi. Il était sexuel nazi, oui, effectivement. Mais bon, un nazi à New York, juste à dire, ah oui, effectivement, tant qu'il se tient ses toits, il n'y en a pas de problème, là, mais c'est si bol. Cet accent-là était plus allemand que l'Allemagne. Merci. Donc, juste pour faire une histoire simple du film, c'est deux gars qui font des calculs, c'est deux gars de Broadway qui font des calculs puis qui réalisent que tu as plus de chances de t'en mettre plein les poches avec l'argent de l'assurance d'un flop sur Broadway que d'avoir un réel succès sur Broadway et décident de faire le pire musical de l'histoire de Broadway qui s'appelle Springtime for Hitler, qui est une comédie musicale pro-nazi dans un New York de 1955. L'idée est brillante. J'aimerais avoir cette idée-là. Je serais milliardaire. À la base, c'est une idée de Mel Brooks. Oui, c'est un film de Mel Brooks aussi, en fait. C'est un remake d'un film. Mel Brooks a fait un film des années 60, si je me souviens bien. Le film a été adapté en comédie musicale et la comédie musicale a été réadaptée en film. C'est ce qui est quand même fou. Là. Il y a tellement des perles de dialogue. C'est le Inception du musical. Comment? Oui. We have to write again the whole third act. They lose the war. Excuse me. C'est le fun. C'est tellement fait à l'ancienne. C'est fait comme les vieilles comédies musicales des années 60, des années 40, 50, 60, dans des grands numéros à la Broadway qui se peuvent pas, avec des grands décors. Puis tu le vois que c'est en carton, tu le vois que c'est... c'est bol, man. Ouais, c'est bol. On parlait genre de faux racisme tantôt parce qu'on en a accidentellement fait un ou deux. Moi, j'adore la scène où genre comme c'est la première scène de la comédie musicale dans le cadre de la comédie musicale, c'est-à-dire comme dans le film, c'est ça. Puis t'as juste comme ils présentent l'Allemagne, puis c'est juste des chicks avec mettons genre des saucisses sur la tête, des bières sur la tête, des pretzels, puis tout ce que tu voudras. Puis Uma Thurman qui représente un gros aigle de fer, puis juste comme ben non. C'est tellement audacieux d'avoir fait ça, surtout à l'époque. Le premier film, c'est 67, mais
je suis tellement un fan de la musique. En plus, pour vrai, des fois, je sais pas si tu as remarqué, mais je parle très fort. Oui. C'est parce que je fais plein d'acouphènes. Fait que Ok. je m'entends vraiment pas parler. Puis des fois, Mhm. genre, j'écoute ma musique comme dans le tapis. Puis dans l'autobus, tout le monde entend ce que j'écoute. Fait que quand ils font juste entendre Springtime for Hitler puis qu'ils n'ont pas le référent, je sors puis j'attends le prochain autobus. Mais c'est ça, puis je veux dire, le premier film date de 1967, le remake date de 2005. Je pense qu'on peut le spoiler. Ce qui est hilarant du film, c'est que le gars qui engage pour jouer Hitler est un homosexuel dans une espèce de caricature de l'homosexualité, bien sûr. Ben ça, c'est comment qu'on voyait l'homosexualité dans les années 50 aussi. Fait que Oui, c'est ça. Mais c'est une drag queen, pas de make-up. Là. c'est ça. C'est Mais il arrive sur scène, puis tout le monde dans la salle est hyper choqué parce qu'ils sont en train de voir, parce que puis on les comprend, c'est OK, c'est pro-nazi, puis t'as ce Hitler-là qui arrive, qui est ultra efféminé, que tu lui enlèves toute forme de prestance militaire, puis tout ça, puis tu lui mais enlèves tout. Oui, je sais pas si tu te souviens, je le connais vraiment beaucoup, ce film-là. C'est ouais. un accident parce que il y a une tune qui s'appelle Break a Leg, qui Mhm. est juste avant que le film commence. Puis c'était Will Ferrell, qui est un gros nazi qui est supposé jouer Hitler. Mais finalement, genre, ils disent tellement Break a Leg qu'il se casse une jambe. Fait Oui, que là, il faut que quelqu'un le remplace. Fait qu'on va prendre le metteur en scène, genre, parce ouais. qu'il connaît les paroles, mais il est dégueulasse. Genre. Et au final, comme le fait qu'il soit comme tellement efféminé, tellement gay, c'est juste Ouais. comme la pointe d'ironie qui fait que finalement tout le monde embarque. C'est ça, puis comme mais C'est c'est un succès, c'est si bon comme parce que c'est- justement, finalement, vous détruisez Hitler, on pensait que vous vous encensiez l'Allemagne nazie. Non, vous la détruisez complètement. Ben, on parlait tantôt avec Birdman, en fait, de comme c'est bon quand un film est capable de catcher c'est quoi un processus artistique. Puis Oui. je trouve que spécifiquement en comédie, en fait, c'est une réalité qui est très là. C'est à quel point les gens catcheront jamais complètement ta joke comme tu veux qu'elle catch. Genre, Mhm. puis c'est fou, genre, comme ils voulaient pas faire d'ironie, ils voulaient se planter. Ouais. Mais au final, ils l'ont tellement mal fait que tout le monde a vu ça comme de l'ironie, puis c'est devenu la meilleure affaire au monde. Il y a Ouais. du monde qui partait au début de la pièce jusqu'à ce que Hitler apparaisse. Finalement, comme tout le monde catch la joke exactement comme il n'était pas supposé être catché. Ouais. Mais finalement, tout le monde a ça, puis c'est juste comme pourquoi on est un. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'aime tellement ce film-là. En tout cas, est-ce que je peux te parler de mon rapport avec les comédies musicales? Vas-y, on y va, on se lance. OK, ben ouais, c'est ça, on a dévié, j'ai même pas encore commencé à parler du film ou de ma relation avec, mais Mhm. je suis un gros fan de comédie musicale, en fait, pour être bien honnête, c'est peut-être même ma forme d'art préférée. Je Ah pense que ouais. c'est... Ah oui, oui, ouais, c'est un gros statement. Mais comme tout ce que j'aime vraiment, une bonne comédie musicale, c'est vraiment bon, une mauvaise comédie musicale, c'est vraiment mauvais. Tu sais, Mhm. j'ai Et vu on The en a Book of vu Mormon. on en a vu une ensemble, une très On mauvaise. en a vu. Oui, oui, effectivement, on a été voir, écoutez, théâtre, on a été voir Cats ensemble. Oui. En avant-première, on a vu la version pas corrigée, moi puis Guilla. Et, C'était tellement souffrant. et tabarnak, c'était beaucoup de formes de douleur. C'était comme plusieurs Je me souviens pas le circoncisions. nombre de soupirs qu'on a eu, puis je vais juste faire une petite parenthèse, mais quand je me suis penché vers toi, puis j'ai fait, mais ce film-là, c'est un culte qui va s'en aller soit vers un suicide collectif, ou ils vont en sacrifier un de la gang, et comment ça se termine? Ils sacrifient un chat. Définitivement, c'est asti. C'est épouvantable. Idriss Eliezer, genre, qui se téléporte en disant miaou. Qu'est-ce que vous avez fait, man? Ah, si bol, des enfants qui jouent des cafards qui se font manger. Ah, en tout cas, on n'ira pas là, mais c'est. Non. Non, c'est ça, une mauvaise comédie musicale, ça peut être vraiment mauvais, mais c'est ça le principe, Ouais. c'est que ça prend énormément de talent pour être capable de tout faire Mhm. bien en même temps. Puis ça demande beaucoup une comédie musicale. Ça prend des super bons chanteurs, ça prend des super bons danseurs, ça prend des super bons metteurs en scène, ça prend une super bonne direction photo, ça prend un paquet d'affaires, ça prend une bonne histoire. Tu sais, j'ai vu The Book of Mormon 5 fois, j'ai été voir Le Roi Lion, Mhm. j'ai vu We Will Rock You, je vais tout le temps voir des comédies musicales, ça coûte très très cher. J'ai vu Rock of Ages. La comédie musicale est vraiment meilleure que le film, soit dit en passant. Mais Tom Cruise a fait une bonne job, on va dire ça. Mais comme il y a des bonnes comédies musicales, je suis pas un fan de La La Land, désolé. Mais c'est comme il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau. J'aime beaucoup la notion, c'est niaiseux, mais qu'il n'y a rien de plus magique qu'une comédie musicale. Tu sais, un monde où genre, tu peux pas écrire une toune, faut que tu la trouves. Ouais. Puis Chris, c'est drôle en fait. Avant que tu m'appelles, j'attendais ton Mhm. appel Zoom, puis j'ai commencé à écouter la balade de Buster Keaton. Oui, oui, oui. Puis je suis rendu aux 20 premières minutes, fait que je vais continuer d'écouter ça juste après toi. Ouais. Ah, laisse que les frères Cohen ont une signature extraordinaire. Tellement.
on parlait d'un film qui est vrai, un film qui est authentique, un film qui est comme une expérience qui est pure, une communication qui est pure. Man, les frères Coen, c'est gros. Ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais c'est El Caesar, extraordinaire, c'est presque une comédie musicale. Oui. Mais c'est ça. The Producer, c'est un peu un péché mignon parce que je l'ai choisi parce que c'est considéré comme une comédie musicale ratée. C'est vraiment pas respecté, ce film-là. Et et une des raisons de ça, c'est que la réalisatrice Suzanne Stroman, Suzanne Stroman, c'est qui a mis en scène la comédie musicale sur scène. Et c'est une des raisons pour laquelle les gens considèrent que ce film-là est raté, c'est parce que ça ressemble à une version vraiment high-tech et super bien gérée d'une captation théâtrale. Ouais. Mais moi, weirdement, c'est exactement ça que j'attendais de ce film-là. Il y a quelque chose de faux, mais il y a quelque chose de comme tellement fait à la main, justement, dans les comédies. Tout a tellement l'air surréaliste, mais comme tu le vois même dans le jeu des acteurs, qui sont tous des acteurs de Broadway, sauf Will Ferrell. Exact. Genre Matthew Broderick est vraiment connu pour chiller tout le temps à Broadway. Il joue tellement gros, c'est tellement énorme les émotions, les faces, que genre l'autre gars, j'ai oublié son nom. Nathan Lane. Ah, si! Oui, exactement. C'est weird, mais il y a des jokes juste parce que comment la composition de scène est faite, parce que c'est tout le temps, c'est exactement comme au théâtre, comme tout est tout le temps visible dans tous les plans. C'est juste, t'as un gros poster de la comédie musicale de genre The King's Lair qui est tout le temps en train de regarder les personnages. Les personnages sont tout le temps positionnés avec genre une espèce de dessin d'un roi qui regarde. C'est juste comme, lisse que c'est drôle. Ou Matt Thurman, qui est une mascotte rendue là. Genre, c'est toute une chorale de comptables qui font juste dire les mots unhappy. Oui. Dan Aykroyd, non, c'est pas Dan Aykroyd, excuse-moi, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est le dude qui ressemble à Dan Aykroyd, qui joue dans tous les films avec, comment il s'appelle? Rob Schneiders. Voyons, je viens de sortir trop de référents d'une shot, je suis désolé. Je t'enverrai un lien, mais c'était un des... Excusez, c'est un des acteurs dodus des comédies des années 90. Fait que ça, c'est dit. Fait que mais comme... Il y a tellement un travail dans cette histoire-là, il y a quelque chose de beau, la musique est tellement bonne, c'est tellement tight comme gestion de la musique. Encore une fois, je parlais justement d'un bon montage, d'une bonne gestion, d'un bon mixage. On va faire un parallèle avec autre chose. J'ai pas aimé Les Misérables, j'ai pas aimé Cats non plus. Et Cats, malgré le fait que j'ai détesté qu'on l'ait vu, je suis quand même content que le film existe parce que ça va mettre fin à quelque chose. Hollywood avait l'air de croire depuis un certain temps que genre, c'était une bonne façon de gagner des Oscars puis comme de se faire plein de cash, faire des comédies musicales, puis il le faisait pas bien. Comme pour vrai, Tom Hopper est pas un bon réalisateur de comédie musicale. Il n'a jamais été bon pour ça. C'est ce qu'on parle, par exemple, justement, de Producer, parce que genre, la musique est extraordinaire, c'est super bien géré, c'est des super bonnes voix. Tu sais, la tune qui a gagné l'Oscar pour Les Misérables, chantée par Anna Hathaway. Oui. I Dream the Dream. C'est une tune qui est impossible à chanter assise. Puis elle l'a fait pareil parce qu'il voulait qu'elle chante seulement pendant ça. Fait qu'il y a des notes qu'elle ne peut pas atteindre, puis elle n'a pas chanté aussi bien qu'elle pouvait le faire parce que ce monsieur-là est un imbécile qui ne connaît pas les comédies musicales. Non, pour vrai, ce gars-là, c'est pas ce qu'il fait. Je comprends pas qu'il continue en fait d'y donner comme tout ce pouvoir-là pour faire ça. Je pense qu'il aime les comédies musicales, mais je pense qu'il n'est pas qualifié pour... Je ne suis pas non plus, probablement. Fait que je parle à travers... je pense pas que je vais réaliser une comédie musicale jusqu'à preuve du contraire. Mais tu sais, il y a du monde qui aime vraiment les comédies musicales, puis c'est une des raisons pour laquelle moi, je serais vraiment beaucoup sur The Producer 2005. Cette madame-là avait un amour sincère et profond, puis ça se sent pour ce qu'elle a proposé. Elle a poussé ce qu'elle a fait sur scène encore plus loin. My God, que c'est drôle. Will Ferrell chante super bien. Non, c'est le fun, c'est des bonnes performances, mais effectivement, c'est du théâtre filmé, c'est super quétaine, ça parle de nazis du début à la fin, comment dire, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est juste littéralement ça, mais c'est le film le plus gay que j'ai vu de ma vie. Bon. Ironiquement, en plus, c'est drôle, pratiquement tous les acteurs qui jouent là-dedans sont gays. C'est exclu pour Matt Thurman puis Will Ferrell, Matthew Broderick, c'est assez notoire. Il faudrait que je connaisse son nom à un moment donné, mais celui qui joue Bialy. Oui, lui aussi, comme très, 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 très gay. Un coup de théâtre, le metteur en scène qui joue, le metteur en scène gay. En tout cas, c'est extrêmement LGBT comme film aussi, puis c'est bon, c'est bien fait, c'est pas méprisant aussi, comme tout le monde fonctionne. C'est une grosse caricature, mais rendu là, tout est une caricature. C'est aussi insultant pour les gays, ce film-là, que c'est insultant pour les comptables. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est un film qui fait beaucoup de bien. Je l'ai écouté pour la énième fois avec ma blonde, il n'y a pas longtemps, puis c'était très, très plaisant. Je connais encore toutes les tunes par cœur. Tu me donnes énormément le goût d'aller le revoir. Donc là-dessus, malheureusement, on va devoir couper court.
On a pas combien de temps? Je sais pas encore, mais à peu près 1 heure et demie. Pure démence. Wow. C'est de la folie. It's madness. Mais écoute, ça a été un énorme plaisir de pouvoir te recevoir, Vincent. Je suis sûr qu'on va pouvoir faire d'autres épisodes un jour du même podcast. Je vais te réinviter pour des prises 2, forcément. Ça fait bien plaisir. Si les gens veulent te rejoindre, veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans le cadre actuel, je vais référer à ma page Facebook plus que d'autres choses. J'ai commencé à faire ça, on va peut-être en faire un peu plus, mais j'ai un petit projet de critique de film sur Internet. On fait une analyse semi-critique en fait de différents trucs. J'en ai fait une sur Papa est devenu un lutin. Mm-hmm. Coup de théâtre, je n'ai pas full aimé ça. Puis on a ça faire un point avec tout ça. Fait que vous pouvez venir voir ça. C'est d'ailleurs comme ça que moi et Guillaume est devenus amis. On est à ce jour les 2 humains sur la Terre qui n'ont pas aimé le Joker. Fait que vous viendrez nous haïr là-dessus. Mais c'est ma page d'humoriste, Vincent Descoteaux, c'est toujours une bonne façon. Sinon, j'ai un petit projet qui s'appelle Ciné Nacho, où c'est ça, on rend hommage à des films ou des séries cultes par le biais de stand-up. C'est un peu sa glace en ce moment, parce que le reste de la Terre est pas mal sa glace, mais on va revenir où c'était vraiment la fin du monde. Mais si on survit à cette grippe, on va revenir promis. Fait que, je dirais que c'est pas mal ça. Sinon, je pose des belles photos de moi sur Instagram. Noir et blanc. Super. Ben, écoutez, moi, je m'appelle Guillaume Saint-Cyr et avec Vincent Descoteaux, on a jasé de film. Yes.